pouvez rentrer. Il faudra peut-être arriver un peu tôt. Ou alors vous allez vous retrouver dans le hall. Le carrelage est un peu froid. Et prenez un coussin parce que vous allez être par terre, assis par terre. Mais sur Huygens, on avait 2000 personnes. Donc il y aura peut-être aussi 2007 personnes. Et pour terminer, juste l'image qui est sortie aujourd'hui, c'est Shiva qui a refotographié les panneaux solaires. Bon, la caméra est fixe, hein, évidemment, c'est la même. Mais la comète était dans le champ, c'est étudié pour. Et donc, en fait, c'est un montage de 2 images de Shiva. On n'a pas triché. Mais l'une, c'est pour ça que les panneaux solaires sont très surexposés par rapport à la comète. Donc, on a modifié les expositions pour voir la comète. Voilà, je vous remercie. Bravo et merci Francis. Vous savez tout sur la comète maintenant et sur la mission Rosetta. Donc si je comprends bien, Philae, c'est la Mercedes. C'est la Mercedes des atterrisseurs, maintenant, puisque ce sont nos amis allemands qui ont la majorité des... J'aimerais beaucoup que ce soit la Mercedes au point de vue robustesse. Oui. Au point de vue robustesse, oui, on en a besoin. On pourra faire d'ailleurs un pari sur les lieux d'atterrissage, comme je le disais tout à l'heure au dîner. Moi, je parie sur C comme principal et A en backup. Vous ferez votre propre choix et puis on verra. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors. Une fois que le micro marche bien, qui a levé le bras? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les deux jets de gaz ionisé et de poussière ont deux orientations différentes Ah oui. Oui, ça c'est... c'est simplement que les poussières... le gaz... quand le gaz est neutre, le gaz est émis à des vitesses relativement faibles par rapport au noyau, et donc le gaz se retrouve dans l'acoma, c'est-à-dire la boule qui est ici. Mais le Soleil ionise le gaz. Dès que le gaz devient ionisé, la molécule s'ionise, elle est immédiatement embarquée dans le vent solaire, qui se promène à des vitesses de l'ordre du million de kilomètres/heure. Donc ces ions ont des très grandes vitesses. C'est pour ça que les queues d'ions sont, d'une part, rigoureusement antisolaires, d'autre part, en général, très fines et très fines, et relativement droites, parce que la vitesse des gaz est très importante. Les poussières, ça a une inertie, c'est plus lourd, et les poussières sont poussées par la pression de radiation. Donc les poussières, c'est beaucoup plus lent. Et dans la comète Machnow, ça, c'est de la poussière qu'on voit ici. Et à ce moment-là, c'est... Voilà, les poussières, la queue de poussière est toujours une queue courbe, qui au début est antisolaire, et puis qui s'incurve dans le sens opposé à la trajectoire de la comète. Voilà, ça explique pourquoi les deux queues ne sont pas parallèles. J'ai une question là, mais avant de passer la parole à Xavier, qui va durer quelques minutes, moi j'ai une petite question sur les D/H. Je suis quand même très intéressé par la D/H et la comète Hartley m'avait laissé penser que l'eau des comètes, c'était l'eau terrestre à peu près, mais d'après le graphique, c'est pas tout à fait vrai. Est-ce que cela pourrait venir du fait que ces différentes comètes dont on a pu mesurer les D/H proviennent d'endroits très différents dans le système solaire ou pas? Alors bien évidemment, c'est un petit peu ce qu'on voudrait démontrer ou trouver la corrélation pour vérifier cette hypothèse. Si c'est ça l'hypothèse, je dirais déjà on aura fait un gros progrès. Mais ça risque d'être encore plus compliqué que ça. Le fait que la comète, le Churyumov ait un D/H qui est très différent de Hartley, a encore troublé tout le monde. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais l'expérience montre avec les rapports isotopiques que dès que la mesure est faite, alors qu'on attend beaucoup du résultat de la mesure, dès que la mesure est faite, on s'aperçoit que c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pense. Les D/H, c'est pareil. Il y a des tas sur Terre, le D/H peut varier beaucoup, sur Mars aussi, en fonction d'un cycle de condensation-sublimation de l'eau. Donc il y a des tas de mécanismes qui peuvent faire varier le D/H, notamment quand il y a un changement de phase. Les changements de phase
sont sensibles à la masse. Ok, justement à propos du dessurage, il y a notre ami Nicolas Viver qui est là. Tu peux te lever, Nicolas, qui est un grand spécialiste justement des comètes et qui a beaucoup travaillé sur le dessurage. On le salue. On est très content qu'il soit parmi nous. Donc, Xavier. J'ai deux petites questions. La première, c'est n'est-il pas très dangereux d'envoyer un harpon, hein, parce que par réaction newtonienne, le fil à l'air risque de repartir vers le. Puis après, ça, la deuxième question qui est plus importante, dans le sens de celle Pierre, c'est est-ce que l'on pourra savoir si jamais finalement notre système solaire il vient de 2 ou de 3 supernovas grâce aux analyses isotopiques que va faire Philae? Alors, bon, la première question, il ne faut pas oublier qu'on tire les harpons au moment où le propulseur à gaz froid est actif. Donc ça contre la réaction. Et en plus, on est dans une phase où on est en train de s'écraser sur la comète. Donc finalement, ça nous ralentit. Tout est un problème de timing. Mais si le timing est correct, le harpon, il va plutôt dans le sens de ralentir l'atterrissage. Alors quant aux 2 ou 3 supernovas, je ne sais pas si Nicolas Biver a des choses à dire sur le sujet. Moi, j'ai tendance à dire que, a priori, en tout cas, le dessurage n'a rien à voir là-dedans, c'est clair. C'est assez compliqué et je ne suis pas sûr qu'on pourra répondre à cette question avec l'étude des comètes. Je pense que ce n'est pas tellement le sujet central. On ne va pas pouvoir arriver à ce type de message. Mais c'est un sujet que je connais assez mal, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais à mon avis, non. Mais bon, je peux me tromper. Gilles a une question, vas-y. Oui, alors d'abord, signaler que Nicolas Biver sera parmi nous à la Cité des Sciences, évidemment, parmi les grands spécialistes dont je parlais tout à l'heure. Alors la question s'adresse à Nicolas et à Francis, du coup, parce que Nicolas est dans la salle, vous n'avez pas vu. Moi, je suis quand même surpris sur les 6 comètes que tu as présentées, en fait, les 6 noyaux. Il y en a 4, a priori, qui sont des noyaux, on va dire, un noyau multiple, 2 lobes ou plus. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant. C'est pas vraiment une question, mais c'est au moins une remarque. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la communauté scientifique, on peut parler du fait qu'on puisse penser, il y a une thèse qui dit qu'effectivement c'est peut-être un amalgame, une autre thèse qui dit que c'est au contraire une extrusion pour le coup, hein, la partie centrale. Voilà, 4 sur 6, c'est quand même pas... Oui, alors, c'est pas le hasard. Je pense qu'il y a bon, d'abord, on a une statistique sur les comètes qui est quand même assez faible, hein, donc un peu compliqué. Et sur les astéroïdes aussi. Plus le fait que sur les astéroïdes, quand je vous ai montré Itokawa qu'on ne voyait pas, on n'en a qu'un qui est minuscule et qui est effectivement bilobé. Mais dès qu'un astéroïde devient gros, c'est plus le même sujet. Bon, je ne dis pas qu'il y a des effets de... On sait qu'à 400 km, c'est complètement sphérique. Donc, de toute façon, tout ça va se rapprocher de la sphère en grossissant. Donc, or, on n'en a qu'un qui est minuscule, c'est Itokawa. Les autres sont quand même... bon, quand on regarde Lutetia, 120 km, de toute façon, il n'était pas question de trouver deux lobes sur un astéroïde de 120 km. Je crois que personne n'y croit. Alors, ceci dit, pour les astéroïdes, on s'aperçoit aussi qu'ils sont souvent binaires. Donc ils ont souvent un petit corps qui tourne autour et cette proportion est plus importante qu'on pensait. Bon, je ne sais pas si Nicolas veut rajouter quelque chose. D'accord. Merci pour votre présentation. Je prends le thème d'interrogation de Jean-Pierre Martin sur le rapport isotopique deutérium-hydrogène. Il semble que les comètes météorites sont très fortement soumises au bombardement cosmique. Et le bombardement cosmique, il me semble qu'il enrichit particulièrement en éléments légers deutérium, lithium, bérium. Est-ce que ça n'expliquerait pas le fait qu'il y ait 3 ou 4 fois plus de deutérium que sur Terre, où la force relâchée se décomposer pour retourner avec le hydrogène? Oups. C'est une bonne remarque. Merci de rapporter. Je ne vois pas le lien entre l'enrichissement en éléments légers et le rapport dessurage. C'est vrai qu'il y a un bombardement, notamment par le vent solaire,
Mais à ce moment-là, c'est du rapport d'essurage solaire qui arrive tant sur la comète que sur la Lune. D'ailleurs, c'est de l'implantation du vent solaire. Donc oui, qui est de l'hydrogène implanté dans la comète, mais je pense que par rapport à la quantité d'eau qu'on a sur une comète, je pense que c'est négligeable. L'implantation par lésion du vent solaire. Donc, difficile de répondre. Une question encore. Je fais juste aussi une remarque. Je voudrais qu'on remercie le CNES et la SAF pour la quantité de documents qui nous ont fournis et que vous avez trouvés à l'entrée. Il y en a peut-être plus d'ailleurs maintenant. Qui est-ce qui voulait poser une question? Alors, étant donné la distance qui nous sépare de la comète, il est probablement impossible de procéder à cet atterrissage en le contrôlant depuis la Terre. Donc l'opération va se faire d'une façon complètement autonome et les images qu'on va recevoir, ce seront simplement des images qui permettront de compter les coups. Donc, Bien sûr. à partir de quel moment le go sera envoyé depuis la Terre pour dire voilà, on y va et on part sur tel site et puis Alors, il va être donné le go, c'est cette fameuse, voilà. Je crois que ça va être donné au moins 15 jours, 3 semaines avant le 11 novembre. Ah, c'est le 13 octobre. Oui, ça doit être c'est peut-être mi-octobre, la fameuse date. Il arrive un moment, je crois que ça doit apparaître ici. Ouais, il n'y a pas la date précise. Il y a C'est moins 30. Ouais, c'est de l'ordre d'une trentaine de jours, un peu moins. Là, on doit donner à l'ESOC toutes les informations concernant le site, la trajectoire, etc. L'ESOC les aura d'ailleurs calculé aussi la trajectoire de leur côté. Et d'ailleurs, il y a écrit Go Landing Site 1 ici, là, ici. Et là, on est mi-octobre. Donc c'est cette date-là qui est la date ultime. Alors il y a une particularité, c'est que à partir du moment où on a téléchargé, et si on ne donne pas un ordre d'annulation, on peut toujours le faire, hein, mais bon, à partir du moment où on a lancé la séquence, et ça va être vers la mi-octobre, on n'aura pas droit à un deuxième essai. C'est-à-dire, de toute façon, si notre mécanisme de largage ne fonctionne pas, ça peut arriver, on a un backup. Ce backup, c'est un ressort assez primaire qui nous largue à 17 cm par seconde. Celui-là, il est figé. Alors que le nominal, on est entre 0,1, c'est-à-dire 10 cm et un peu plus de 50 cm par seconde. Vous voyez que c'est des vitesses très très faibles, tout ça. Et d'où un débat qui n'en finit pas et qui n'est pas fini actuellement, qui est de dire on voudrait contraindre la trajectoire pour être largué nominalement à 17. Parce que si c'est le backup, on sera sur la même trajectoire. Mais ça contraint trop. Là, on devient... les OC commencent à nous dire, écoutez, vous êtes gentils, mais vous êtes trop contraignant, on ne va pas y arriver. Donc, vous allez être largué à 25. Et si on est largué à 17, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on regarde où on va tomber. Donc, on a une espèce de deuxième site. Plus de temps, alors. On va avoir une trajectoire plus... ça dépend de la géométrie. On va arriver ailleurs. Et il faut s'assurer que cet ailleurs soit déjà sur la comète. Oui. Je rappelle quand même que Hayabusa a largué un petit atterrisseur sur Itokawa. Et il y a un très beau film, ils sont très forts les Japonais vont faire des très beaux films. On voit qu'il largue le petit atterrisseur et oui. Oups, on ne l'a pas envoyé dans la bonne direction. Donc ils ont raté Itokawa. Il est parti se perdre dans le milieu interplanétaire. Donc c'est pas si simple que ça de larguer un truc voilà, il faut être très précis, l'attitude doit être très précise. Et on a de la perturbation par les jets, par le gaz. Si Rosetta commence à tourner un peu, l'attitude ne sera plus la même, etc., etc. Oui. Si j'ai bien compris, d'après ce qu'on disait au dîner, donc, de toute façon, ça ne sera pas avant le 11 novembre. Ça, c'est pas possible. C'est pas prévu qu'il y ait un atterrissage avant le 11 novembre. Alors, c'est le 11 novembre ou après.
Normalement, c'est ni avant ni après. Oui, c'est le d'accord. 11. C'est oublié, d'ailleurs, parce non, qu'on a alors, réservé le en 11 fait, novembre. on a eu un débat assez houleux dans l'équipe Philae. On était en train de se dire qu'on on pouvait se retrouver dans une situation où l'activité de la comète était telle, ce qu'on appelle le mode panique, c'est qu'il fallait absolument être largué le plus tôt possible. Parce que si l'activité de la comète était trop intense, le 11 novembre, on ne pouvait plus être largué, c'était foutu. Donc, ce mode panique, pour l'instant, il n'est pas du tout enclenché. L'activité n'est pas du tout préoccupante. Pour l'instant, les OC disent que la trajectoire est stable, donc on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Mais on a commencé à réfléchir à ça. Être largué après... Alors, pourquoi le 11 novembre? Là, personne n'a posé la question, mais c'est une question pas inintéressante. Le 11 novembre, c'est parce qu'on est à 3 AU. Alors, vous allez me dire, pourquoi à 3 AU? 3 AU, c'est, selon les experts en comète, que je ne suis pas, la distance au Soleil à laquelle la glace d'eau se met à se sublimer. Donc finalement, c'est le début de l'activité importante de la comète à 3 AU. Et donc on veut être largué avant que ça commence à monter fortement l'activité. On veut vivre l'activité sur la comète, mais on aimerait être posé avant. Voilà, c'est pour ça qu'on est à 3 AU. Et j'ai cru entendre, mais c'est peut-être des mauvaises voix, nos amis allemands n'étaient pas tout à fait pour le 11. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans ou pas? C'est peut-être subliminal. Alors, non, on s'est posé la question. Hein. On a même dit à l'ESA, vous savez, ce serait peut-être malin de... Ça, c'est l'ESA qui nous impose le 11 novembre. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu connais la date de la défaite de Waterloo? J'ai dit non. Ben voilà, le 11 novembre, c'est pareil. Les Allemands, ils ne connaissent pas. Donc, les Allemands n'en ont rien à faire. Et alors, nous, on a posé la question à nos gens de com au CNES en disant, bon, est-ce que c'est un vrai problème de se poser le 11 novembre? Ah, dit non, c'est parfait. Parce que tous les médias vont être saturés par les commémorations, mais là, au moins, on va mettre des choses un peu fraîches. Et donc, finalement, les gens de la com du CNES ont dit, non, on touche à rien, c'est pas mal. Voilà. Donc, une question, la rencontre exige une grande précision sur la trajectoire, sur la connaissance de la trajectoire de la comète. Est-ce qu'avec un chiffre, vous pouvez donner une idée de la supériorité de connaissance de la comète qui sera obtenue le 11 novembre par rapport à ce qui est connu pour toutes les autres comètes? Parce que chaque fois qu'il y a amélioration de précision, la science doit y gagner quelque chose. Alors, est-ce que je me trompe ou non? c'est pas le 11 novembre, là, c'est le 6 août. Si c'est possible. Je veux dire, la précision de la position de la comète, ça va, on la connaît depuis même avant le 6 août. À partir du moment où on fait de la navigation optique, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Il faut savoir qu'en trajectoire interplanétaire, c'est une science en soi, hein, c'est très complexe, mais on était incapable d'arriver, je dirais, les yeux fermés à une comète, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut la voir. Dire, elle est où? Elle est là. Ah bon, parce que bon, d'accord, elle est là, donc on va par là. Mais la trajectoire a une certaine incertitude. Notre trajectoire également a une certaine incertitude, donc il y a une cumulation d'incertitudes, et à un moment, il faut la trouver dans le ciel. Mais ça se pratique de plus en plus, la navigation optique. D'ailleurs, à l'époque de Phobos 88, pour vous donner un chiffre, on disait que la position de Mars était connue à 50 km près. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais souvenez-vous, Mars Climate Orbiter, qui devait passer à 250 km de la surface et qui est passé à 60. Donc, Mars Climate Orbiter s'est désintégré dans l'atmosphère. Donc, si, 50 cm, c'est beaucoup. Et ça commence à peu... C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe à 250 km et qu'on ne se permet pas de passer plus bas, parce qu'on a quand même une barre d'erreur à respecter compte tenu de l'incertitude de la position de Mars. Pour les comètes, c'est bien pire. Moi, j'ai fait mon stage de DEA sur les effets non gravitationnels sur les comètes. Donc voilà. Il y a des effets non gravitationnels, donc une trajectoire d'une comète est très imprécise. D'ailleurs, rien que la période de la comète de Halley, on sait qu'elle n'est pas constante d'un passage à l'autre. Elle peut varier parfois d'une année entière. Donc, non, il y a des variations importantes du fait de l'activité. Bon, merci. Je crois qu'on va en rester là pour ce soir. Merci beaucoup.
Et alors, je vous donne rendez-vous dans un autre lieu, 16 rue Claude Bernard, donc à AgroTech Paris, à AgroParisTech, pardon, le 8 octobre et à 19h. Et nous parlerons d'un sujet un peu éloigné quand même, des exoplanètes. Bon retour, bonne soirée à tous.